Le 21 mai, parce qu'il représente un courant politique et souverainiste très suivi par les Gilets jaunes, Étienne Chouard était invité au Media Club. Dès cet instant, une polémique a enflé. De nombreuses personnes l'ont considéré comme infréquentable. À l'intérieur du média, même si une majorité pensait que c'était une bonne idée, une minorité m'a demandé d'annuler cette invitation. Après un court débat interne, l'invitation a été maintenue. Dans la foulée, plusieurs hommes et femmes politiques se sont décommandés, ne voulant pas croiser celui qui fait le pont entre l'extrême droite et la gauche. À l'annonce de l'invitation, des antifas ont démarré une campagne de dénigrement du média. Nous avons proposé à Étienne Chouard de s'expliquer sur Tout peut arriver. Étienne Chouard, on a eu envie de faire cette émission. Je dis on parce que je suis à côté de Mathias Enthoven. D'abord, Mathias a plus préparé que moi cette émission parce qu'il a regardé beaucoup les vidéos. Et moi, j'ai eu envie de te recevoir. Je te tutoie je t'ai invité à cette émission politique que j'ai faite. Et je dois avouer que ma première surprise, et surprise le mot est faible, était de voir qu'un certain nombre de politiques, plutôt à gauche, que j'avais invités ne sont pas venus parce que tu venais. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont d'accord pour parler avec des gens du Front National ou du Rassemblement National, mais qui refusent de parler avec toi. Ça a été la première de mes surprises. La seconde a été de voir déferler sur mes pages Facebook des injures, des calomnies de gens qui se disent antifascistes, avec qui j'ai essayé de dialoguer, mais c'était pas possible, que j'ai invité, parce que j'avais le projet de faire cette émission pour venir comprendre. Je comprends ce qu'ils te reprochent. Ils te reprochent de ce qu'ils disent confusionniste, c'est-à-dire de faire une passerelle entre les rouges et les bruns, de quelque part promouvoir le négationnisme et l'antisémitisme. Donc moi j'ai essayé je pense que tu n'es pas celui-là. Je pense évidemment que tu n'es pas antisémite et que tu n'es pas non plus négationniste. Mais je pense que tu es ambigu. Je pense que tu as eu des paroles malheureuses. Je pense que tu as commis des erreurs et tout le monde est capable tout le monde fait des erreurs dans la vie. Mais là le procès permanent qu'on te fait me semble injuste. Mais en tout cas, nous, Mathias et moi, on va t'interroger, on va te montrer des vidéos et on va essayer de tirer ça au clair. Et s'il y a des ambiguïtés, on dira qu'il y a des ambiguïtés chez toi. Si on n'a pas, levons ces ambiguïtés et essayons de résumer ce parcours, quoi. Donc voilà, c'est un peu l'idée de... C'est gentil de me laisser me défendre. C'est vraiment ça. Déjà ça, c'est rare, je peux te dire. C'est simplement essayer de faire du journalisme. Je ne sais pas ce que tu en penses, Mathias, mais ces antifas, quand je leur propose, même la rencontre, ils la refusent, quoi. C'est quand même ça qui est... Et ils pourraient être à 2 ou 3 contre moi s'ils veulent, s'ils ont peur de... C'est même pas contre, c'est essayer d'aller au bout. C'est même pas une question de peur, c'est une question de positionnement. Ils considèrent qu'on ne parle pas et qu'on ne donne pas la parole à ces gens-là, et en leur parlant, on leur donne la parole. Et je pense qu'il y a ce parti pris-là. Moi, c'est pas un parti pris avec lequel je suis d'accord, mais c'est un parti pris. Voilà. Après, est-ce que ce parti pris a permis aux idées fascistes d'être réellement combattues, et est-ce que ça leur a pas donné un espace pour s'exprimer car on refusait de faire de la confrontation? C'est une autre discussion qu'on pourra avoir. Ceci étant, je peux comprendre la critique qu'on te fait d'être confusionniste, ou en tout cas confus sur le soutien, sur des propos que tu as tenus, peut-être qui ont été sortis de leur contexte ou pas, mais il y a les choses qui reviennent tout le temps dans les reproches qu'on te fait, c'est le soutien que tu as pu donner, ou que peut-être tu donnes toujours, à Égalité et Réconciliation, à Soral, ou sur un certain nombre de vidéos. Alors, il y a cette vidéo qui revient tout le temps, qui est la vidéo où tu es devant un chalet. Si vous trouvez que chez Soral, il y a quelque chose de dangereux, et qu'en même temps, Soral, il est un résistant à la guerre, il dénonce les manipulations qui nous conduisent à des guerres, il dénonce la mainmise de la banque sur les médias, il dénonce le côté va-t-en-guerre de nos médias et de nos gouvernements. Il dénonce la duplicité des politiques. Je suis désolé, il y a plein de choses intéressantes. Il dénonce le colonialisme guerrier du sionisme, en disant que le sionisme n'est pas ce qu'on dit d'habitude, qui est le droit pour les juifs d'avoir une terre. Ça, évidemment, tout le monde est sioniste. Si le sionisme c'est ça, moi je suis comme mon frère, si le sionisme c'est que les juifs aient droit à avoir une terre, évidemment tout le monde est sioniste. Mais Soral explique et démontre, et il se trompe peut-être, il faudra démontrer qu'il se trompe, voilà. Mais il explique en long, en large, en travers que le sionisme est un projet colonial, raciste, militaire,
eh ben, je trouve ça intéressant et il y en a pas beaucoup qui le disent comme il le dit. Eh ben, il faut qu'il fasse partie du débat. Il suffit pas de dire qu'il est raciste, fasciste. Ça, c'est juste pas convaincant. Enfin, on est convaincu par un argument pareil que si on est pas politisé et on a peur des gros mots, on dit bon, oh, il est fasciste, donc je m'éloigne, je vais penser à autre chose. Juste par honnêteté intellectuelle, je vais préciser qu'au début de cette vidéo, vous parlez de Jean-Luc Mélenchon en disant que vous le trouvez aussi extrêmement intéressant. Et que vous trouvez que par ailleurs il dit des choses qui vous semblent aberrantes. Donc vous ne parlez pas que de Soral, vous êtes amené à parler de personnes que vous trouvez intéressantes et qui pourtant, donc selon la question, je ne me souviens plus exactement de la question, mais qui pourtant peuvent être polémiques ou mal vues ou mal perçues par une partie de l'opinion. Alors cette vidéo qui revient comme un serpent de mer tout le temps sur les réseaux, en fait dans les réseaux Antifa, il la situe en 2016 voire en 2017. La réalité c'est 28 ou 29 septembre 2014. Décembre 2014. Septembre. Ah ouais, je dis pas une bêtise. 2014. Et tu peux expliquer les circonstances de... C'était pendant une conférence atelier constituant, c'était à Poisy, près d'Annecy. Il y avait beaucoup de monde, c'est quelque chose comme 400 personnes. On était entre la conférence, qui avait duré, je ne sais plus, 2 ou 3 heures, et puis les ateliers, qui allaient durer autant. On était en plein après-midi, et puis il y a un gars qui se pointe avec une caméra et qui me pose des questions. Je réponds, quoi. Et il me branche sur Soral. J'ai commencé par lui dire, mais c'est pas mon sujet, Soral, j'en parle pas, hein, c'est vous qui en parlez. Et puis il continue, voilà. T'as le sentiment qu'il voulait te faire dire quelque chose? Oui, et si tu veux, moi pendant des années, j'avais mis un lien vers mon site, un lien sur mon site vers Soral, étant tombé dessus et ayant trouvé des trucs intéressants dans ce qu'il disait. Tu tombes dessus par hasard, Soral? Oui. Je me souviens plus de comment j'étais tombé dessus, mais oui, par hasard. En fait, depuis 2005, je lis énormément, quoi. Hein. Je lis des livres, mais je lis des documents, je regarde des vidéos, je cherche. C'est un énorme chantier que je mène depuis 2005. Et déjà en 2014, ça faisait déjà 10 ans, donc mais quand j'ai mis le lien, ça faisait, je pense, déjà au moins 5 ans. Et j'avais déjà des milliers et des milliers de liens. Donc c'est des liens. Et c'est des liens de gauche et de droite, hein, bien sûr, parce que moi j'ai pris le pli politique pendant le débat en 2005 contre le traité constitutionnel européen. Et pour ou contre le oui, le non au traité constitutionnel, il y avait des noms de gauche et des noms de droite. Et moi, dès le début, le pli que j'ai pris, et mon document qui a tant tourné, je l'ai alimenté en arguments que j'ai trouvés à gauche et à droite. Et il y a plein de gens de droite, alors moi je me suis aperçu après, qu'il y a des gens que j'ai cités explicitement dans mon texte, parce que c'était bien dit, la critique du système que nous refusions était bien faite, et je me suis aperçu après que c'est des gens d'extrême droite, enfin des gens de droite dure, quoi, mais qui avaient formulé une très bonne critique. Et donc tu trouves normal donc je trouve normal de m'alimenter en idées partout, il y a des humains qui réfléchissent. Même si par ailleurs ces humains sont des royalistes ou nazis, non. Bah non, mais tu dis d'extrême droite. Oui, mais d'extrême droite, il y a des c'est pas pareil. Il y a des racialistes, il y a des suprémacistes blancs. Enfin, j'en sais rien. Oui, alors, tu vas jusque là dans nazi, c'est quand même le bide du bout, non. Non, mais d'extrême droite. Les suprémacistes blancs, par exemple, ils sont pas loin de. Oui, ils craignent. Oui, les suprémacistes, c'est vraiment, oui, nazis, suprémacistes, ça se ressemble, ça, c'est vraiment des idéologies. Alors, si je sais qu'ils sont suprémacistes, non, je ne vais pas m'en servir. Mais ce problème, c'est que tu ne sais pas forcément. Quand tu trouves une formule qui te paraît utile pour construire une alternative, moi, c'est un chantier. Il faut comprendre que je débarque de rien du tout. Hein. En 2005, je débarque, je n'ai pas de culture politique, pratiquement rien, quoi, comme les électeurs normaux. Et je bâtis un projet institutionnel alternatif. Et institutionnel, c'est-à-dire qu'il faut que ça concerne tout le monde. Donc, il faut absolument que je comprenne tout le monde. Je suis un peu comme un enfant qui apprend à lire et qui doit tout découvrir, quoi. On me parle de trucs dont je connais rien, moi, hein, encore aujourd'hui, évidemment. Parce que... Moi, j'entends, mais il y a quand même une différence entre se dire que, notamment dans le cadre privé, parce que moi, je pense que... Enfin, d'ailleurs, vous m'aviez raconté que, par exemple, vous entendiez assez bien avec mon cousin Raphaël, avec qui vous aviez des discussions dans le cadre privé, etc. Je trouve enfin quelqu'un qui est...
aux antipodes politiques et qui est pas malveillant, quoi, qui est capable de faire de la politique. Mais ça m'intéresse pas trop de parler de Raphaël, à vrai dire, mais c'était pour citer un exemple d'une personnalité à qui vous parlez, qui n'est pas polémique, entre guillemets, en tout cas qui n'est pas quelqu'un d'infréquentable, même si, bon, ça dépend des points de vue. Mais en revanche, vous avez d'autres personnes à qui vous parlez, donc vous parlez de royalistes, etc., dans le cadre privé, ce qui, encore une fois, me pose aucun problème. Moi, je veux bien entendre l'argumentaire, qu'on parle et qu'on s'enrichit des différences et qu'on est capable d'apprendre même de la bêtise de quelqu'un ou des a priori de quelqu'un, des choses. Mais il y a une différence entre avoir des conversations privées et avoir des prises de position publiques. Et moi, c'est un des éléments sur lesquels j'ai un vrai questionnement vis-à-vis de vous, parce que j'entends votre argumentaire sur la liberté d'expression, sur la nécessité de parler aux gens pour les comprendre, sur la nécessité de parler aux gens pour les convaincre, mais... quand on doit parler de les respecter, si tu veux les convaincre, il faut qu'il y ait un a priori de respect, parce que c'est un être humain. Mais ça s'appelle la politesse, oui, mais à la limite, à minima, en tout cas. C'est plus que de la politesse. Je voudrais que tu réagisses à la vidéo que tu viens de voir. Est-ce que, en voyant ça, tu dis j'ai dit une connerie? Est-ce que tu te dis j'étais pas suffisamment informé, j'ai péché par naïveté, ou j'ai eu raison de dire ça et fuck? Non, il y a des... Oui, il y a des... Enfin... Globalement, j'ai réécouté plein de fois cette vidéo quand je voyais le foin que ça faisait. Et je trouve rien qui soit... Alors, il faudrait peut-être me reprendre sur un point que je n'ai pas remarqué, mais Mais vous vous êtes repris vous-même, parce que moi j'ai lu votre texte dans lequel... notre cause commune, dans lequel vous parlez de Soral, et je peux le citer en quelques mots, mais vous dites « Je ne peux pas valider une parole pareille, froidement raciste, sexiste, autoritaire. Il y a un risque d'escalade des racismes. » Ça, c'est quelque chose que j'ai découvert après. C'est une vidéo qui est sortie après. Oui, mais alors ce que je trouve curieux, c'est que moi j'ai vu par exemple une vidéo de vous récente sur Spoutnik, dans laquelle vous revendiquez encore une fois que Soral est un résistant. Mais je trouve que c'est factuel, ça. Ben oui, mais il résiste à des tas de trucs qui sont la même chose que nous. Alors moi, je veux bien discuter avec vous d'une thématique qui est qu'est-ce qui est factuel. Parce que moi, ce que je trouve qui est factuel à propos de Soral, c'est que c'est un raciste qui exploite le racisme pour gagner de l'argent sur Internet et qui profite de la posture de victime dans laquelle on l'a mise pour monétiser des vidéos et créer une sorte de merchandising et de business autour de ses idées. Il a créé sa petite secte qui s'appelle Égalité et Réconciliation, et aujourd'hui, ce mec travaille pour Alain Soral, tout comme Dieudonné travaille pour Dieudonné. Et du coup, je trouve que si on doit être factuel, moi c'est ça ce que je trouve factuel à propos de Soral. Je trouve pas que ce mec résiste. Je ne vois pas à quel moment ce mec résiste. Parce que résister en faisant des vidéos sur YouTube, dans laquelle il lit quasiment systématiquement tous les mots de l'humanité à la question juive, moi j'appelle pas ça de la résistance. Et si vous préférez, ça m'ennuie que vous appeliez ça de la résistance. Parce que quand vous parlez de la représentativité... Comment? C'est un malentendu sur le mot résistance. Oui, mais si vous préférez résistance, pour moi c'est les gens qui ont résisté à l'Allemagne nazie. Voilà, c'est pas ça que je dis, moi. Oui, mais parle pas de ça du tout. Si, parce que justement, d'ailleurs, est-ce que tu veux bien mettre la vidéo sur Spoutnik? Et ceci dit, l'exemple de la résistance nous montre des gens d'extrême gauche et d'extrême droite qui se mettent ensemble pour résister, pour pas mourir, quoi. Vous avez dit au journal Le Monde au sujet d'Alain Soral, pour moi Alain Soral est à gauche parce qu'il se bat contre les privilèges, c'est un résistant. Et alors, oui, c'est un résistant. Oui, c'est vrai que c'est un résistant. Et alors, c'est un résistant. Écoutez bien ça. Et alors, vous ne disiez pas être proche d'Alain Soral. Mais je ne suis pas proche d'Alain Soral du tout. Mais dans la résistance pendant la guerre, il y avait des communistes qui se battaient avec des maurassiens. Vous m'entendez, des maurassiens? Des maurassiens, c'est la droite de la droite, la plus dure, hein, des maurassiens. Ça vous gêne pas? Ben non, c'est pas gênant. C'est-à-dire que quand le pays est en survie, oui, les communistes se mettent avec des maurassiens. De Gaulle était maurassien. C'est vrai, ça. C'est ce que vous expliquez, mais justement, moi je trouve ça extrêmement... Et c'est quelque chose qui va revenir dans ce qui peut me perturber à propos de vous. C'est que sur des moments donnés, alors ce que je vous accorde, c'est qu'à chaque fois que vous êtes amené à parler de choses comme ça, c'est parce qu'on vous en parle. Et que vous, de manière spontanée, vous ne parlez pas de ces thématiques-là. Mais quand on vous en parle, vous avez quasiment systématiquement des exemples qui ramènent à l'épisode de la guerre, de la résistance, de la Shoah, etc. Et typiquement, il y a une autre vidéo qu'on n'a pas là, mais moi je vous ai beaucoup regardé ces derniers jours pour préparer cet entretien. Et il est vrai que dans les émissions, par exemple, que vous faites sur Sud Radio, la plupart du temps, je n'ai absolument rien à reprocher à ce que vous êtes amené à dire. Mais il y a une émission que vous avez faite spécifiquement sur la liberté d'expression. Et donc vous avez été amené à parler de ces thématiques-là. Donc c'est parce qu'il y a eu cette émission que vous avez été amené à parler de ces thématiques-là. Au moment où vous parlez de Forisson et d'autres personnes, vous dites par exemple, Forisson, est-ce qu'on va en faire un sous-homme? Est-ce qu'on va le mettre dans un camp?
Donc il y a cette thématique-là du camp qui revient. Là, là, je vous parle de la résistance. Vous me dites, je suis d'accord avec vous, c'est pas la même résistance que la résistance au nazisme. Aujourd'hui, je suis très critique vis-à-vis d'Emmanuel Macron. Je pense qu'il nous emmène dans une dystopie absolue et que le monde dans lequel il nous entraîne est une horreur. Et pourtant, je ne vais pas jusqu'à le comparer avec l'Allemagne nazie et la situation dans laquelle les gens au sein de la France résistaient pour empêcher des gens d'être déportés. Mais il ne s'agit pas évidemment de dire que c'est pareil, mais il s'agit de dire qu'il y a un péril gravissime, et je crois vraiment qu'on en est là. C'est-à-dire que ce que les ultralibéraux, mais c'est un mot beaucoup trop gentil, ça, sont en train de faire, c'est littéralement une destruction de la planète, mais aussi de toutes les protections sociales que nos parents ont bâties. Et donc on va revenir au 19e siècle, c'est-à-dire qu'ils ont déjà détruit le droit du travail. Et alors, comme il n'y a plus de droit du travail, il va falloir un moment pour que les conventions collectives et individuelles reprennent le dessus. Donc on ne va pas le voir tout de suite, mais littéralement, on connaît un exemple où on n'a pas eu de droit du travail, c'est le 19e siècle, avec Dickens, Zola, avec la condition ouvrière qui est pire qu'animale. Donc ça, c'est gravissime. Et si tu veux, comme je te disais au début, comme je suis né dans un moment de résistance au TCE, traité constitutionnel européen, traité pour une constitution pour l'Europe, en 2005. Et ce que j'ai vécu, c'est le fait que nous avons gagné, mais la gauche et la droite. Nous avons gagné parce que nous étions ensemble, parce qu'on n'a pas fait attention à nos différences, on s'est mis ensemble et c'est nos noms qui se sont ajoutés qui ont été victorieux. Et ça, pour moi, c'est comme une règle supérieure, si tu veux. Quand je vois toutes les expériences d'Amérique latine, avec ce slogan magnifique, le peuple uni ne peut pas perdre et le peuple désuni va perdre à tous les coups, c'est pas sans condition. Quand tu parles de nazis, non, mais pour les nazis, c'est très peu de monde. Enfin, c'est une poignée, il y a quelques individus. Enfin, j'imagine, enfin, du monde que je connais, il n'y a pas beaucoup de nazis. Et donc, si tu veux... il a cité Dieudonné et Soral. Moi aussi, Dieudonné m'a fait marrer longtemps. Non, mais c'est pas un nazi, mais Shoah, Nana, tous les jeux de mots pourris qu'il fait qui sont in fine négationnistes, la remise en cause de tout ça. Je ne pensais pas à Soral en disant nazi, mais j'essayais de pousser au bout ton raisonnement. Je t'ai parlé de suprémacistes, de racistes, de choses comme ça. Je pense que Soral est évidemment antisémite, même s'il joue sur antisioniste. Dieudonné l'est aussi. Antisémite, c'est qu'il y a la haine du juif, c'est qu'il pense que les juifs sont responsables. Il y a tous ces clichés sur l'argent et tout ça. Il y a quelque chose d'insupportable. Ils ont le droit de le dire. Après, ils peuvent être poursuivis en diffamation, incitation à la haine, etc. Donc il y a des lois qui existent. Ce qui est compliqué avec toi, c'est que tu dis que tu es chomskien et que tout le monde doit s'exprimer, etc. D'accord, mais là, quand tu sais tout, enfin, en 2014, peut-être que tu ne le savais pas. Oui, c'est ton degré de... Précisément, ça c'est très important quand même. Oui, voilà, mais c'est ça où... C'est exactement ça en fait. Ce que j'ai écrit en 2014 en disant que le mélange était toxique et qu'il fallait arrêter, j'ai retiré le lien. C'est après avoir vu une vidéo que je n'avais pas vue quand j'ai fait cette vidéo que vous avez montrée au début. Et Sputnik, c'est quand? Sputnik, c'est récent. Sputnik, ça correspond à ce que je pense. Je pense que le système de domination parlementaire, c'est comme ça que j'appelle le gouvernement représentatif. Le système de domination parlementaire a deux ennemis. Il est considéré comme une escroquerie, comme un système dangereux de domination des pauvres par les riches, sur sa gauche et sur sa droite. Pour la gauche, il y a les démocrates ou les anarchistes. Pour moi, c'est très proche, les démocrates et les anarchistes. C'est des gens qui font confiance au peuple, qui pensent que le peuple peut s'autogérer et ne veulent pas de pouvoir, craignent les pouvoirs. Imagine une société dans laquelle les pouvoirs vont avoir tout à craindre du peuple lui-même. Ça, c'est la critique par la gauche, mais qui conteste le système de domination. Les anarchistes contestent le système de domination parlementaire en disant l'élection est une escroquerie. Une escroquerie, la République est du foutage de gueule, c'est les riches qui dirigent, ça donne le capitalisme. Donc ça, c'est critiqué par la gauche. Et le même système de domination parlementaire est contesté par sa droite, par des gens qui ne font pas confiance au peuple, qui ont plus confiance en un roi, un dieu, un duce, un Führer, alors suivant les degrés, un caudillo, suivant les degrés de... Alors j'allais dire de dinguerie, je veux pas être... C'est Hobbes, quoi, c'est Hobbes, c'est la famille de Hobbes, c'est des gens qui ont peur du peuple et qui pensent qu'il faut un État fort pour tenailler le peuple, sinon le peuple est brutal, le peuple est sauvage. Donc c'est des gens qui se méfient du peuple et qui veulent un système qui a rigoureusement rien à voir avec le projet démocratique ou anarchiste, si tu veux. Mais les deux contestent, donc les fascistes ou les autoritaires, et les démocrates, les anarchistes de l'autre, qui contestent tous les deux le système actuel de domination parlementaire. Et ces complices que sont les journalistes, les juristes, enfin tout le système qui va avec de domination. Et bien sûr, quand nous critiquons
de part et d'autre le système, il y a des arguments qu'on va utiliser en commun. On va critiquer l'élection des deux côtés. Et donc nous avons, je suis désolé, là aussi c'est factuel, et c'est logique, nous avons en commun, les anarchistes et démocrates comme moi, ont en commun avec les fascistes, les autoritaires, les royalistes, ceux qui ne font pas confiance en eux, nous avons en commun des arguments de la critique du gouvernement représentatif tel qu'il existe aujourd'hui. Mais c'est pour un projet qui a rigoureusement rien à voir. Et on ne peut pas les confondre. Et quand on dit rouge-brun, c'est comme si c'était les mêmes. Mais c'est déconnant. Le mot rouge-brun, à mon avis, je peux me tromper, mais le mot rouge-brun a été inventé par les acteurs du système de domination parlementaire qui ne peuvent pas se défendre contre Chouard en disant « Écoutez pas Chouard, il est dangereux, c'est un démocrate ». Tout le monde va se marier. Démocrate, tout le monde aime ça, je veux dire. Et donc, c'est compliqué d'argumenter, parce qu'on n'en a pas parlé, mais j'ai un argumentaire complet, je crois puissant, contre le système de domination parlementaire. Mais c'est compliqué d'argumenter contre moi, alors c'est plus facile de dire Chouard et les fascistes de tout poil, c'est les mêmes, c'est rouge-brun, c'est la même clique qui conteste la République, qui conteste le système de domination, et donc ne l'écoutez pas, c'est un fasciste. Alors, une fois qu'on a dit que Chouard est un fasciste, on arrive à ne plus parler avec lui, on n'a plus l'obligation d'argumenter, on n'est plus obligé de discuter. Mais donc, on a disqualifié le messager pour ne pas avoir à discuter du message. Mais je suis capable de parler avec un royaliste. Les royalistes du XIXe siècle, c'est des gens qui, comme Thiers n'était pas royaliste, mais il était cul et chemise avec les royalistes pour assassiner les ouvriers, tuer toute une rue d'ouvriers, pour donner l'exemple aux autres. Et les royalistes de l'époque étaient des tueurs aussi, donc c'est des assassins de la commune. Mais je ne confonds pas ces royalistes-là avec les jeunes gens qui sont en train de devenir royalistes aujourd'hui. Je ne les confonds pas, mais il suffit de leur parler pour s'apercevoir que c'est pas du tout pareil, quoi. C'est des gens qui imaginent, c'est un personnage conceptuel pour eux, le roi, la religion qui va avec. Ils imaginent ce gars-là comme incorruptible presque. Donc c'est pour ça qu'ils font confiance. C'est des discussions qui vont permettre de comprendre pourquoi moi j'en ai si peur du royalisme et du roi. C'est la source de tous les abus de pouvoir, évidemment. Donc pour moi c'est super dangereux. Mais ça fait des conversations très intéressantes. C'est des conversations qui devraient être mises en public. La conversation entre un démocrate et un royaliste, et même un fasciste, hein, parce qu'un jeune homme qui devient fasciste. Là, moi, je suis marqué profondément par quelqu'un que j'aime beaucoup, qui s'appelle Daniel Guérin, qui a écrit une anthologie de l'anarchie, donc une espèce de dictionnaire en 2 volumes qui est magnifique, mais qui a aussi écrit « Quand le fascisme nous devançait ». Lui, il est communiste, des 2 communistes possibles, il est communiste marxiste et communiste libertaire. Donc il est communiste autoritaire et communiste libertaire. Il a les 2 façons de penser dans sa tête. Et une des caractéristiques de ce gars-là, c'est d'essayer de rapprocher ces points de vue, parce que les communistes marxistes ont beaucoup massacré les anarchistes. Mais Daniel Guérin, il essaye de les rapprocher. Et en même temps, il se bat contre le fascisme. Parce que le fascisme, là, il parle du vrai fascisme, hein, il parle du fascisme avec des gens qui défilent dans les rues, armés. Et il explique comment il a vu monter le fascisme, et il a fait un voyage en vélo en 1932, l'année d'avant l'accession d'Hitler au pouvoir, et il explique comment il a vu des tas de communautés, de jeunes gens. Ils étaient très très cultivés politiquement, les Allemands à l'époque, hein, et la gauche avait été armée intellectuellement pour résister, et ils faisaient comme des kibboutz, enfin ils faisaient comme des communautés pour fabriquer ici et maintenant un monde meilleur en arrêtant de lutter contre le capitalisme. Et il observe en vélo cette prolifération de jeunes communautés. Et puis il va à Berlin. Je crois que c'est à Berlin, oui, où il rencontre des syndicalistes, et puis il voit la montée des fascistes, et il parle avec ses copains syndicalistes, et puis il revient. Et puis il retourne en 1933, et cette fois-ci Hitler est au pouvoir, et il explique que la première chose qu'Hitler a faite en arrivant au pouvoir, c'est d'emprisonner tous ces gens-là, de détruire toutes ces communautés. Et finalement, une grande leçon, c'est que ces communautés-là ne suffisent pas à lutter contre le fascisme. Il faut imaginer un outil plus puissant, intellectuel, plus puissant, pour résister à la montée du fascisme. Parce que ce gars-là disait, Daniel Guérin disait, les jeunes gens qui étaient en train de devenir fascistes, nous n'avons pas su leur parler. Nous n'avons pas su parler aux jeunes fascistes. Il disait, les vieux fascistes, je ne m'en occupe pas. Mais les jeunes gens qui sont en train de devenir fascistes, il était encore temps. À 20 ans, tu choisis le fascisme parce que tu as des arguments pour, contre, et on peut, à 20 ans, bien sûr, 20 ans, 30 ans, quand ils sont jeunes, bien sûr qu'on peut changer d'avis. On change d'avis à cet âge-là. On n'est pas fasciste toute sa vie. Ce n'est pas une nature d'être fasciste. Ça, pour moi, c'est marquant. Je ne considère pas qu'il y a la race des racistes.
Je veux dire, on peut être raciste à un moment, on peut avoir des pensées racistes, mais ça se soigne. C'est-à-dire que, et je ne vois pas d'autre manière que la politique pour le soigner. Ça, je comprends, mais on n'en est pas là aujourd'hui quand même avec la montée du fascisme. On n'en est pas là, voilà, mais les jeunes gens, qui sont... on était parti, excuse-moi Étienne, on était parti sur la vidéo de Sputnik où tu considères que Soral est un résistant. Et Mathias, il résiste au capitalisme. Ouais, enfin, tu vois bien quand tu utilises le problème, c'est l'ambiguïté que je sais pas si c'est de la naïveté chez toi. Ce qu'on te reproche, c'est on se dit il y a de la perfidie chez Chouard. En tout cas, les gens, non mais les gens, tu as lu comme moi, tu es allé sur Facebook, tu as vu les horreurs qu'on écrit sur toi. Donc on se dit, là tu parles c'est pour ça que Mathias t'a repris et je comprends qu'on te reprenne. Il faut que tu entendes la critique qu'on formule. C'est-à-dire que quand tu dis que ce type est un résistant, c'est un mot qui est complètement connoté. Alors tu dis oui, mais il faut s'entendre sur le mot. Mais toi, tu l'utilises à dessein. Et donc c'est ce qui heurte. Mais si tu veux, j'utilise ce mot parce que c'est ce qui, dans ma tête, fait que je comprends que des gens aillent vers Soral, des gens suivent ce qui fait Soral. Si c'était un diable affreux, il n'y a pas tant de monde qui l'écouterait. Je ne suis pas d'accord. Je dirais, il y a beaucoup de monde qui a écouté des gens atroces dans l'histoire, certains par contrainte, d'autres par pure envie. Parce qu'en fait, encore une fois, c'est pas parce qu'on pense que les gens sont, qu'il y a des races supérieures aux autres qu'on est forcément un monstre dans la vie privée et qu'on est forcément un salopard. Et c'est pas parce qu'on mêle ça à une critique du système qu'on est forcément un résistant. Mais moi, j'aimerais rebondir sur deux éléments sur lesquels j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous croyez pas que justement ces jeunes personnes qui basculent dans le fascisme aujourd'hui potentiellement, qui peuvent basculer dans le fascisme, quand elles vous entendent dire que Soral est un résistant, est-ce que vous ne leur donnez pas un blanc-seing pour basculer dans le fascisme? Alors, c'est pas moi qui donne des blancs-seings. Pourquoi je dis ça, monsieur Chouard? Parce que vous êtes suivi, vous êtes écouté. Aujourd'hui, vous n'êtes pas simplement une personne lambda qui donne son point de vue. Vous êtes une personne qui est écoutée. Vous êtes une personne même, je vais vous dire, qui représente aujourd'hui, parce qu'on vous a assimilé à eux les gilets jaunes, et donc vos prises de position publiques, vos choix de mots, etc., même si ce n'est pas votre souhait, les engagent. Et donc c'est là-dessus que moi j'aimerais vraiment que vous entendiez que quand vous dites que Soral est un résistant, non seulement, et donc en 2019, pas seulement, même si j'entends la dialectique dans laquelle vous dites ça, mais c'est faire abstraction de la personne publique que vous êtes, de l'influence que vous avez et de la force que peuvent avoir vos propos. Et moi, je peux vous dire que des gens qui vous suivent, qui trouvent qu'effectivement, il y a des idées qui peuvent être intéressantes à l'extrême droite, parce que l'extrême droite, depuis longtemps, a complètement vampirisé une partie des idées de gauche pour se donner une deuxième peau sociale qui n'existe en réalité pas. Et c'est d'ailleurs un truc sur lequel je vous t'interrogerai pas, parce que vous avez dit que Soral a amené le Front National à gauche, qui pour moi est un non-sens. Le Front National ne sera jamais de gauche, n'a jamais rien eu de gauche, et a adopté un positionnement de gauche pour essayer de... Mais donc tout ça pour dire que quand vous dites donc à des jeunes gens qui n'ont pas la culture politique pour connaître ce que moi je considère être des adversaires, je vous le redis, pour moi Soral est un adversaire politique, un ennemi politique. Je ne souhaite pas qu'ils soient emprisonnés, etc. Il y a des lois, mais c'est un ennemi politique. Quand vous dites donc justement à des gens qui vous écoutent, à des jeunes qui vous écoutent sur le RIC, sur la démocratie, moi ce qui sont des questions sur lesquelles je suis en total accord avec vous. Moi je suis contre, pour moi la démocratie n'est que directe, et donc puisqu'elle ne peut pas être directe dans des conditions massives, il faut organiser machin, et aujourd'hui... ça n'est pas fasciste. Voilà. Non, mais, totalement. Mais malgré ça, donc des gens qui peuvent s'intéresser à votre fibre plutôt de gauche, plutôt universaliste, plutôt sur la question de la Constitution, mais qui par ailleurs peuvent être aussi séduits par certains raccourcis, par certaines idées. Aujourd'hui, c'est assez facile de sombrer dans l'antisémitisme, je trouve, via Internet quand on est jeune, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sortent, etc. Et donc quand vous dites potentiellement à ces gens-là, parce que vous avez une audience, que Soral est un résistant, même si vous, dans votre argumentaire et dans votre dialectique, vous l'expliquez, je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas les armes, et que même si ce n'est pas votre intention, vous créez de la confusion en faisant ça. Mais Mathias, la chose la plus importante à signaler, c'est que je ne parle jamais de ça. Ce sont les journalistes qui me reprochent quelque chose que je ne suis pas, qui me reprochent de faire des choses que je ne fais pas, qui me reprochent un soutien qui n'existe pas, je n'en parle jamais. Donc vous me dites, on fait une émission là-dessus. Faites une émission là-dessus, mais vous n'êtes parce que tu sais bien pourquoi on l'a fait, c'est parce que c'est la raison. Parce que sinon vous allez vous faire martyriser. Ah non, pas du tout. Mais ça, je m'en fous, puisque j'ai assumé. Je me suis même sur les réseaux sociaux, j'ai répondu avec virulence aux attaques qui nous étaient faites. Mais c'est parce que tu le veuilles ou non, malheureusement pour toi, parce que donc j'ai commencé par dire que je sais évidemment que tu n'es pas fasciste, évidemment que tu n'es pas antisémite, mais même ça me semble obscène de devoir le répéter parce que c'est tellement le cas. Mais ceci
Ceci dit, on est dans une telle situation, il y a des politiques qui ont refusé de venir à l'émission parce que tu étais là. C'est eux qu'il faut rassurer. Oui, non, mais il faut éclaircir le but de cette conversation. Après, on n'en parlera plus, si tu veux, mais il faut aller au bout du truc. Et je pense qu'il y a chez toi des ambiguïtés. Alors, à un moment, tu dis, bon, bah là, je me suis planté, j'ai fait là ce que tu dis, 2014, etc. Mais là, il t'a posé une question. C'est vrai que tu peux plus... je suis assez d'accord avec ce que dit Mathias, c'est-à-dire que vu ce que tu représentes aujourd'hui, le monde qui t'écoute sur Sud Radio, la qualité d'ailleurs des émissions que tu fais, ce regard que tu as sur le monde. Moi, je suis en désaccord sur le souverainisme et toutes ces genres de choses, mais c'est très important que tu t'exprimes là-dessus. Ça fait que c'est quand même pas, je sais pas comment le dire autrement, c'est quand même pas par hasard. Ces gens ont tort de te traiter comme ça, mais il faut quand même s'interroger sur ce phénomène de foule ou ce phénomène d'abattage qu'il y a contre toi. Oui. Pourquoi il y a tout ça, quoi. Il me semble que j'ai une explication, mais je ne suis pas sûr qu'elle soit valide, hein, parce que je ne suis pas dans la tête des gens qui disent tant de mal de moi. Il me semble que le fait que je sois un bisu en politique fait que je n'ai pas d'habitude et que je sois candidat à rien. Donc que je ne me sois jamais préparé à gagner une bataille politicienne, c'est-à-dire où on gagne une élection, et celui qui gagne une élection, il faut qu'il ait battu tous les autres. Le fait que moi, je ne me sois jamais formé dans ce contexte-là. Et que les gens qui, au contraire, disent tant de mal de moi, eux, se battent, et d'ailleurs, ils ont du mérite à ça, hein, parce qu'ils se battaient pendant que moi, je ne me faisais rien, mais ils se battent dans un cadre qui est le cadre de l'élection, dans lequel il faut gagner une élection, donc il faut des partis pour pousser les candidats, et ça conduit à avoir un esprit partisan. Et on ne peut pas faire autrement. Si on veut gagner une élection, on ne gagne pas une élection si on n'a pas un parti derrière. Donc on peut pas faire. On y est comme conduit. Et ceux qui ont grandi depuis qu'ils ont 18 ans, enfin, ou 16 ans, je ne sais pas de quel âge, depuis qu'ils sont tout petits, ils ont grandi dans ce contexte-là. Ils sont comme, à mon avis, c'est une hypothèse, hein, c'est pas du tout une... Je ne suis pas sûr de ce que je dis. Il est possible qu'ils soient comme conditionnés à voir tous leurs adversaires comme des ennemis en tout. Parce que... Quand tu raisonnes en termes partisans, c'est comme une armée, quoi. Hein. Une armée qui va devoir vaincre les autres armées, il y en a un qui va gagner, tous les autres vont perdre. Et à force, tu finis par considérer que les autres sont des ennemis en tout. Alors que moi, je suis... J'ai tort ou raison, je vous dis, ça c'est vraiment structurellement une grosse différence. Je me situe pas du tout au niveau législatif. Au niveau législatif, je suis à gauche, c'est-à-dire que moi, le programme... qui est le plus proche, mais de très très loin. La coïncidence, elle est sur tous les points, sauf l'Union européenne, c'est le programme de la France Insoumise. Le programme de la France Insoumise, c'est sur le plan législatif, c'est mon bord, à part le point de vue de l'Union européenne. Mais c'est pas, ma bagarre, elle est pas là, elle n'est pas au niveau législatif, elle n'est pas sur qu'est-ce qu'il faudrait faire en termes de loi. Moi, depuis 2005, depuis l'été 2005, je me suis hissé au niveau constituant, c'est-à-dire que je cherche à imaginer des institutions qui permettent à tout le monde, les riches, les pauvres, le peuple et les ennemis du peuple, tout le monde, la société tout entière, qui permettent de vivre de façon pacifiée sans que ce soit les riches qui dirigent les pauvres de façon aussi cruelle que depuis 200 ans. Donc j'essaie d'imaginer un système d'institutions sur lesquelles tout le monde tombe d'accord. Je sais bien que le 1 pour 1000 qui dirige, il ne sera pas d'accord, je n'ai pas besoin de son accord à lui, je sais bien probablement les ultra-autoritaires, ils ne seront pas d'accord. Mais je n'ai pas besoin d'eux, parce qu'il me semble que la quasi-totalité du corps social, gauche et droite, même les tradis, hein, ils ont intérêt à instituer une puissance populaire pour ensuite, après avoir institué une puissance populaire, loi par loi, décider en se comptant, voter, et voter, pas élire, voter sur les sujets de société. Et à mon avis, ça, tout le monde y a intérêt, et si tu veux, pour bâtir cet objet conceptuel qui est un objet de lutte sociale. Je suis complètement dans la lutte des classes. Les antifemmes me font le reproche de pas reconnaître la lutte des classes, mais c'est une blague. Je suis en train de donner à la classe la plus nombreuse, au peuple, l'arme. Enfin, il me semble, c'est ça que j'essaie de faire, c'est peut-être présomptueux de le dire comme ça, mais l'arme qui va enfin lui permettre de se bagarrer dans la lutte des classes beaucoup mieux que jusqu'ici. Si tu veux, dans ce combat-là constituant, je ne suis pas du tout dans la bagarre gauche-droite, là. Je suis dans une bagarre où je parle à tous les humains, absolument tous les humains. Et s'il y a... Alors, je pense qu'il y a des nazis là-dedans, mais enfin, ça me fait rire, parce que ça paraît tellement une outrance, quoi. Je veux dire, à un moment donné, il y en a sûrement, mais
Il n'y a pas besoin d'aller jusqu'aux nazis. Moi, je vous le redis, pour moi, les gens du Front National sont des adversaires politiques qui sont un danger pour notre pays. Et quand vous parlez de la résistance qui vient de la gauche et de la droite, enfin de l'extrême gauche et de l'extrême droite... Alors, voilà, là, ça, moi, c'est certain que je ne considère pas les, je ne sais pas combien de millions de personnes qu'il y a derrière le Front National, là, comme des ennemis. Quand je suis au niveau je vous le redis, je ne considère pas non plus les électeurs du Front National comme des ennemis. Je considère les élus du Front National comme des gens qui sont dangereux, en tout cas qui portent une idéologie nauséabonde, qui est structurelle de leur mouvement politique. Idéologie dangereuse qui est autoritaire. Mais pourtant, c'est pour ça que ce terme m'interpelle. C'est que vous dites qu'ils résistent avec ce que pour moi je considère être la panacée de la lutte politique, c'est-à-dire l'anarchisme et vraiment vous appelez les démocrates, mais moi je trouve les anarchistes, etc. Sauf qu'en réalité, demain, si le système s'effondre, ils se feront la guerre, ces deux camps-là. Ils ne résisteront plus, entre guillemets, selon vos termes, tous au système. Ils se feront la guerre parce que d'un côté, il y aura une aspiration populaire, etc. Et de l'autre... tu veux dire ? Bah oui, et en fait, c'est ça que je trouve intéressant, c'est que, ennuyeux dans le propos que vous tenez sur la résistance, c'est que, en fait, moi, ces gens, je pense qu'il faut les combattre, pas qu'il faut résister avec eux. Je considère que ce sont des ennemis au même titre que le système libéral d'Emmanuel Macron. Et c'est pas parce qu'ils résistent au système libéral d'Emmanuel Macron que je considère que c'est des gens avec qui il faut résister. Mathias, il me semble, là, vous vous trompez peut-être, je me trompe peut-être, mais il y a un truc qu'il faut discuter. Il me semble que les jeunes gens qui viennent au fascisme, je tire ça de ce que j'ai vu en lisant Daniel Guérin, mais je tire ça aussi des jeunes gens d'égalité et réconciliation que je vois, que je rencontre. J'en vois de temps en temps, et puis qui me disent qu'ils sont de là. Donc c'est comme ça que je sais qui ils en sont. Il me semble que les gens qui viennent à l'idée d'un régime autoritaire comme solution aux problèmes sociaux, ils viennent sans connaître la thèse que je défends, qui est la thèse de la démocratie vraie. Cette thèse-là, elle est nouvelle. Je lis énormément. Bien sûr, il existe des livres qui défendaient l'idée, des livres anciens, qui défendaient l'idée d'une démocratie directe, on en trouve chez les anarchistes. Mais c'est une littérature extrêmement confidentielle. On n'apprend pas du tout à l'école ce qu'est la vraie démocratie. Moi, j'ai découvert ce qu'est la vraie démocratie en 2005. Donc, il y a plein de gens qui ignorent ce qu'est la démocratie. Et qui croient, quand on parle de démocratie, ils décrivent le système de domination parlementaire qui est corrompu jusqu'à la moelle, qui donne le pouvoir aux riches et qui permet aux riches de dominer. Parce que si nous écrivons le système parlementaire, on aurait un système représentatif très différent. Là, je parle du système représentatif écrit par les riches eux-mêmes, écrit par les élus eux-mêmes. C'est ce système-là qui donne le capitalisme. Le capitalisme, avec l'hubris, la démesure incroyable qu'on vit aujourd'hui, ça vient du fait que les riches ont pris le pouvoir d'écrire les lois. D'écrire les lois capitalistes, donc d'écrire la responsabilité limitée, les sociétés de capitaux, les capitaux anonymes, toutes ces horreurs, le salariat, la subordination absolue de celui qui travaille à l'endroit de celui qui possède simplement, qui est propriétaire, etc. À mon avis, le capitalisme, c'est du droit. Et donc je vois le capitalisme comme un résultat de ce système de domination. Dans ces cas-là... J'ai perdu honte. Merci. Mais juste, le capitalisme, je trouve pas ça ni mieux ni moins bien que Travail, Famille, Patrie. Hein. Et que ce qui est aussi revendiqué par une partie de ces jeunes électorats, etc. Non, mais parce que, justement, il y a un truc qui m'interpelle avec vous, c'est que... Oui, pardon, mais parce que parfois, en fait, quand vous revendiquez... En fait, vous parlez des idées que vous prenez à l'extrême droite, parfois, ou vous avez pu prendre à l'extrême droite, ou à la droite dure, dans le cadre du TCE, etc., ce que vous nous racontiez sur votre travail. Bien sûr, bien sûr. Mais en fait, moi, mon point de vue, c'est que ces points de vue, en réalité, c'est-à-dire le point de vue de l'extrême droite ou le point de vue de l'extrême gauche, s'opposent totalement. Leur projet de société s'oppose totalement. Complètement. Et donc le fait de les lier d'une manière ou d'une autre, encore une fois, peut créer de la confusion, peut chez des gens faire se dire en réalité c'est pareil, etc. Notamment chez des jeunes esprits qui n'ont pas la culture et le patrimoine culturel et politique pour comprendre quelles sont les limites, etc. Mathias, justement, mais vraiment là il y a un point important. Les jeunes gens qui sont en train de se former, qui débarquent, un peu comme moi, j'ai débarqué en 2005. J'étais un vieux, mais j'étais jeune en politique, je ne connaissais rien. Ces gens-là, à mon avis, il faut leur donner le spectacle des possibles, le spectacle la mise en scène des conflits. Il faut leur montrer quelles sont les thèses en présence. Il faut leur présenter honnêtement. Et il faut gagner le combat à la loyale en démontrant la dangerosité, la dégueulasserie des idées qu'on combat. Tu ne peux pas te contenter de dire « ça, c'est dégueulasse », tu ne lis même pas, sinon tu deviens toi-même un dégueulasse. Ça ne tient pas. Ça tient peut-être entre professionnels qui connaissent le sujet. Le spectacle de la politique, il est fait pour tout le monde, y compris des gens qui débarquent, qui ne connaissent rien et qui ont besoin de voir produite la démonstration de la dangerosité. Alors, prenons le racisme. Le racisme, il devrait être, à mon avis,
quotidiennement défendu et démonté pour que les jeunes gens, les tout jeunes gens, défendus, c'est-à-dire ceux qui sont racistes puissent dire pourquoi ils sont racistes et que soit démontrée la sottise, la dangerosité, la dégueulasserie de cette pensée publiquement pour que les jeunes gens qui ont vu ça à la télé, qui aient vu ce combat, ils soient armés intellectuellement pour ensuite, quand ils sont dans la cour de l'immeuble, quand ils voient arriver une idée raciste, ils ont les éléments pour résister. Parce que si tu n'as pas fait ça, ils voient que les racistes, eh ben ils partent avec. Et on les a perdus, c'est ça que dit Guérin. On me fait dire, il défend le racisme. Mais c'est déconnant, c'est pas ça que je dis. Je dis que si on veut se débarrasser du racisme, il faut produire la démonstration de la dangerosité, de la dégueulasserie de cette façon de penser. Parce que si tu veux, nous on est vieux. Enfin moi maintenant je suis vieux, vraiment vieux parce que oui mais si tu veux, j'ai réfléchi à la question et quand vous me dites c'est dégueulasse, il faut pas le racisme ou l'antisémitisme ou même le négationnisme par exemple, c'est une opinion. Et c'est là où moi je peux pas suivre, je peux pas te suivre. Pourquoi c'est une opinion? Mais non, mais parce que c'est d'abord un non-sens scientifique. C'est pas une opinion. Mais un non-sens scientifique, c'est une opinion quand même. La science, c'est l'histoire des erreurs des hommes, des certitudes erronées. Toute la science humaine depuis le début. Nous n'arrêtons pas de nous tromper. Non, mais on est d'accord, on est d'accord. Je me trompe dans ce que je vous dis. Je ne sais pas où, je cherche où je me trompe pour me tromper de moins en moins, mais il faut dédiaboliser l'erreur. Nous nous trompons. Les historiens n'arrêtent pas de déconstruire les histoires, souvent écrites par les vainqueurs. C'est les vainqueurs depuis César, depuis toujours, depuis qu'il y a une histoire, depuis qu'on écrit l'histoire, les vainqueurs écrivent l'histoire pour se faire un Napoléon, quoi. Quand tu vois l'histoire de Napoléon, enfin, ça se voit que c'est lui qui a écrit l'histoire, quoi. Et c'est tout le temps comme ça. Et après ça, il faut d'autres historiens pour déconstruire l'histoire. Mais c'est sans arrêt, c'est un travail permanent. Attends, là aujourd'hui, on est régi par une loi qui est la loi Guesso, donc on ne peut pas, un raciste ou un négationniste ne peut pas expliquer pourquoi il est raciste et pourquoi il est négationniste. C'est malheureux, je trouve ça. Elle est là, cette loi, donc c'est compliqué d'aller sur ce terrain. Mais toi, une fois... Non, mais je veux dire, si, on peut en discuter. On peut discuter de cette loi, on peut dire qu'on n'est pas d'accord, on peut dire que, comme Chomsky, on ne va pas utiliser... Oui, mais tu peux pas... Je veux dire, est-ce que tu as, alors je te pose la question autrement, est-ce que tu as un doute, toi, personnel, sur l'existence des chambres à gaz? Mais qu'est-ce que c'est que cette question-là? Oui, non, mais... c'est pas mon sujet, j'y connais rien, moi. D'accord, mais non, tu peux pas répondre j'y connais rien. Pourquoi je peux... Mais bien sûr que si. Alors, je vais te dire, oui, j'ai aucun doute. Voilà, j'ai aucun doute, juste, j'y connais rien. Je te dis juste, je vais te dire, oui, j'ai aucun doute, parce que sinon, je suis un criminel de la pensée. Il y a un truc déconnant là, tu vois, parce qu'on demande aux gens, d'être sûrs, d'avoir une certitude sur un sujet qu'ils ne connaissent pas. C'est pas une opinion. Moi, je suis pour qu'ils s'expriment, mais tu peux pas. C'est pas que tu es un criminel, c'est que à ton niveau. Non, mais Étienne, à ton niveau de popularité, avec ce que tu fais, avec les procès en sorcellerie qu'on te fait. Tu peux me répondre ce que tu me réponds. On est en train de dialoguer. Mais c'est quand même dingue que tu dises que tu... Je trouve ça dingue que tu dises que tu ne sais pas et que tu n'as pas pris le temps de te renseigner depuis, de lire des... C'est absolument pas mon sujet. J'ai pas pris le temps du tout. J'ai pas pris le temps du tout de travailler le sujet. C'est ça qui t'est reproché. Sur les chambres à gaz, mais pas du tout. Mais non, mais on te dit le confusionnisme. Parler de ça. Mais si. On me reproche à moi de faire quoi? De douter des chambres à gaz. Mais non, de donner la parole, de dire que les négationnistes sont des... Comment dire? Que eux peuvent s'exprimer. Le confusionnisme, c'est ça, c'est ce qu'on te reproche. Donc à un moment donné, il faut que sur ces questions-là, il faut que tu sois d'une grande intransigeance et d'une grande clarté. Que je dise, les chambres à gaz ont existé de façon tranchée, non ambiguë. Non mais juste, je peux le dire si vous voulez, mais rendez-vous compte du truc. J'ai rien lu là-dessus. Vous parliez notamment du travail des historiens qui doit être fait, etc. Pour les chambres à gaz, c'est incontestable qu'il y a eu un travail historique qui a été fait, qui aujourd'hui fait que sans vous pencher sur... moi j'ai vu Nuit et brouillard quand j'étais au lycée, j'ai étudié l'histoire un tout petit peu pendant mes études et ensuite je me suis un tout petit peu renseigné. Je suis absolument pas un expert de la Shoah. J'ai regardé l'extermination des Juifs de France de William Carrel qui a fait une série de documentaires qui était très intéressante. Mais je veux dire, je suis pas un expert. Non mais j'entends, mais si vous préférez, j'ai pas besoin d'avoir lu des ouvrages scientifiques pour vous dire que la Terre est ronde. On est d'accord? Oui. Ben voilà, j'ai pas besoin d'avoir lu 50 ouvrages scientifiques pour affirmer que les chambres à gaz existaient. Et c'est là-dessus que je trouve que vous n'êtes pas clair.
Bon, bah, la chambre à gaz existait, mais bon, Enfin, j'ai l'impression d'être un procureur, là. C'est pas le but. Le but, c'est de dialoguer. Un petit peu, oui, c'est vrai. Non, mais, sans oui, vous en rendre mais compte, Étienne, parce que oui, mais c'est comme que moi, je pense à 1984 et au crime de la pensée. Oui, mais alors... Là, tu vois, on sait peut-être pas ça l'objectif, mais ça me fait penser à ça. J'ai l'impression qu'il y a Orwell avait repéré dans la description qu'il faisait du monde totalitaire soviétique et qui s'adapte magnifiquement bien au monde. De nombreux aspects du monde actuel qui est en train de devenir d'une certaine façon totalitaire, il décrivait la nécessité pour Big Brother, la nécessité pour quelqu'un qui veut dominer la société, de n'avoir que des oppositions contrôlées, des oppositions dont il n'a rien à craindre, et de définir des crimes de la pensée. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on n'a pas le droit de dire, et c'est Big Brother qui décide. Je te dis pas que tu n'as pas le droit. Je trouve que tu es vraiment trop léger sur cette question. Dans la mesure où... Il faudrait que je lise des questions. Mais non, mais dans la mesure où c'est ça qui... Regarde, tu dis que tu as regardé sur Facebook... Tu vois bien que c'est une manœuvre pour me discréditer, pour que je ne puisse pas parler de mon sujet. Parce que comment ça se fait que ça arrive dans la conversation, ça? Enfin, c'est pas mon sujet du tout, quoi. Mais on a démarré là-dessus, parce que je t'ai dit en démarrant cette conversation que ce qui m'avait donné envie de faire cette émission, c'est de voir la violence des attaques dont était l'objet. Et ce qu'on te reproche, c'est le confusionnisme, c'est de donner la parole aux négationnistes. Il y a cette vidéo où Blanc-Rue te parle de Forisson, etc. Donc la question des chambres à gaz se pose. C'est pour ça que je te la pose. Et que toi tu dis c'est pas mon sujet, je sais bien que c'est pas ton sujet ni ta spécialité, etc. Mais comme tu es tellement attaqué là-dessus, à un moment donné, je me dis, Étienne Chouard, il va prendre un bouquin, il va regarder, il va lire La destruction des Juifs en Europe, etc. Et il va répondre. Qu'est-ce qu'a écrit La destruction Raoul des Juifs Hilberg. Mais Raoul Hilberg. Non, mais c'est pas ça le problème. C'est l'argumentaire de William Carell, sinon. Oui, non, mais Étienne, c'est parce que un moment, donc je redis que, d'ailleurs, je vais pas le redire parce que tu sais ce que je pense de ça et de toi. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que cette violence qu'il y a contre toi, elle naît de ce type de réponse que tu nous fais. Vous l'alimentez un petit peu. Mais pourtant, enfin, excusez-moi, mais enfin, je vois ça probablement d'un autre point de vue que vous. Il y a quelque chose qui m'échappe quand même. Il faudrait que je creuse le sujet. Mais si cette histoire de chambre à gaz ou de négationnisme, je ne sais pas si le négationnisme ne concerne que les chambres à gaz, si c'est si grave d'en douter, est-ce qu'il ne suffit pas de produire la démonstration contre ceux qui nient, et puis, comme pour le racisme, on a fait la démonstration, et puis voilà, on passe à autre chose. Pourquoi est-ce qu'il faut discréditer les gens, tu vois, sans avoir à produire la démonstration? Tu vas me dire, la démonstration a déjà été faite 1000 fois, c'est ça sur le... C'est partie de la question d'une opinion. C'est pas une opinion, c'est un fait avéré. Quand on a un minimum de culture sur ces questions-là, et moi je suis pas non plus un spécialiste de tout ça, mais j'ai vu Nuit et brouillard comme Mathias, où j'ai lu ces livres-là, j'ai aucun doute, et je pense que les négationnistes, je dis pas qu'il faut les mettre en tôle, je dis qu'il faut leur parler, leur répondre, leur expliquer, leur montrer des images, les amener à Auschwitz, etc. Et toi tu dis, c'est pas mon sujet. Mais je te dis, mais oui, mais si c'est ton sujet, Étienne Chouard, c'est ton sujet, parce que tu es attaqué avec une violence inouïe sur les réseaux sociaux, et là je l'ai vu, parce que justement, ça devrait l'être un tout petit peu, c'est un reproche, enfin c'est une critique que je te fais, parce que moi je sais que tu n'es pas, je sais que tu es un homme bon, ouvert, tolérant, etc. Mais sur cet aspect-là, tu es incroyablement léger, je trouve, parce que, mais parce que c'est pas une opinion. Il va falloir bosser ça. Mais non, on pourrait mettre une petite vidéo en plus qui correspond à ce qu'on est en train de dire. Quand BHL me traite d'antisémite, même si j'étais antisémite, ce qui est évidemment pas le cas, mais même si j'étais antisémite, je devrais avoir le droit d'être antisémite. De la même manière que je devrais avoir le droit d'être islamophobe ou judaophobe ou christianophobe. Excusez-moi, là je vais quand même... L'antisémitisme, ce qu'on appelle l'antisémitisme, ça n'est pas la critique du judaïsme, c'est la haine des juifs. Or, précisément... Personne n'a de haine des juifs. Ah bon alors, excusez-moi... Mais vous en connaissez beaucoup ça. Excusez-moi, je crois que je devrais vous emmener faire un petit tour en Seine-Saint-Denis et puis je vais vous expliquer. Mais bon, on va peut-être pas ouvrir ce front-là maintenant, mais là, vous charriez grave, comme disent les jeunes, mais bon, dans les gens que je connais, et j'en connais beaucoup, des jeunes, j'en vois circuler, j'ai des classes, moi, ça fait 35 ans que j'ai des classes, et de haine des juifs. Par exemple, moi, je pense que le négationnisme cache effectivement la haine des juifs, néanmoins, bah oui, je le pense. Et néanmoins, elle pense quoi? Qu'il faut en parler?
Non, mais je pense que la loi Guissot est une erreur qu'il ne fallait pas. Bah ouais, parce qu'il y a deux choses. Donc déjà, quand vous dites que vous ne voyez pas que la haine des Juifs n'existerait pas selon vous... C'est une exagération pour dire que c'est marginal. D'accord, donc vous êtes d'accord avec le fait que la haine des Juifs existe, qu'elle est réelle. Je pense qu'il n'y en a pas tant que ça. Oui, mais en revanche, il y en a. Et encore une fois, le fait de dire qu'il n'y en a pas... C'est mal dit ça. Le fait de dire qu'il n'y en a pas est un problème. Ça, c'est vrai, je suis d'accord. Vous admettez que c'était... Oui, tout à fait, c'est mal dit. Peut-être c'est un peu de la provocation, mais c'était factuellement faux. C'est vrai, j'aurais dû dire c'est marginal, quoi. C'est pas si important que ça. Moi, les gens que je côtoie, 100% n'ont pas de haine des Juifs. Oui, donc c'est pas quelque chose que je connais. Alors je sais bien que je vois pas tout le monde, donc je sais bien. Je suis pas proche d'Elisabeth Lévy du tout, idéologiquement, mais j'ai un copain qui est prof en Seine-Saint-Denis et je peux vous dire que lui, et que c'est l'exemple qu'elle donne, et c'est pour ça que ça m'interpelle, parce que putain, elle donne un exemple avec lequel en réalité je suis d'accord, et c'est Elisabeth Lévy, c'est un problème, mais je peux vous jurer qu'il voit des croix gammées dessinées dans les toilettes, il voit des messages morts aux Juifs écrits, etc. Et c'est pas du tout pour jeter l'anathème sur les banlieues, machin, moi je suis pas du tout, alors pas du tout sur ce créneau-là, mais il y a une haine des Juifs qui existe. Elle est même relativement répandue, parce que quand on voit, et encore une fois, il faut voir ce qu'on donne comme mot haine, parce que haïr les Juifs ne veut pas dire nécessairement aller dans la rue pour les tuer. Mais quand on voit l'audience qu'ont des gens comme Alain Soral, etc., je me dis que malgré tout, on compte en millions de vues. Je me dis que quand même, on peut dire qu'il n'y a pas de haine des Juifs. Les vues de Soral ne sont pas des gens qui ont tous là le million, la haine des Juifs, c'est certain que non. Bien sûr, ce ne sera pas 100%, mais il y a quand même, ce n'est pas aussi marginal que ce que vous avez l'air d'en dire. Je pense que c'est une erreur de dire que c'est marginal. C'est une erreur de dire que c'est quelque chose qui traverse toute la société, qui est omniprésent, qui est majoritaire ou je ne sais quoi. Mais c'est une erreur de dire que c'est marginal. En tout cas, c'est mon point de vue. C'est mon point de vue. Encore une fois, je me trompe peut-être moi aussi. Moi, il me semble que c'est marginal. C'est-à-dire que je ne vois pas dans mon pays d'antisémitisme. Je ne vois pas ça du tout. Donc je vous dis ce que je perçois, quoi. Et donc quand on me décrit l'antisémitisme comme un fléau absolu, alors que Macron est en train de détruire la Sécu, je me dis il y a quelque chose qui déconne dans l'échelle d'urgence des priorités. Voilà. Et d'autre part, il y a une autre erreur que j'ai faite, c'est de dire je devrais avoir le droit d'être antisémite, alors que ce mot est aussi polysémique, il a plusieurs sens. On venait de dire, ça se voit pas là, mais on venait de dire que BHL me traite d'antisémite. Si ce que je fais, c'est être antisémite, c'est pas grave. Parce que ce que je fais, il me semble... votre réponse, dites-moi, je ne suis pas antisémite. Mais je ne suis évidemment pas antisémite. Mais si vous étiez antisémite, vous en auriez le droit, mais ce serait grave. Oui, voilà, mais ça dépend de ce que dit le mot. Parce que ce que dit BHL, c'est que antisémite, ça veut dire que lui, il n'aime pas. Ça veut dire que les antisémites... depuis longtemps, nous a habitués à camoufler toute critique de la politique du gouvernement israélien de Netanyahou à de l'antisémitisme. Exactement, mais il n'y a pas que BHL. Il y a toute une série de gens qui traitent d'antisémites des gens que eux haïssent. J'entends. Je suis d'accord avec vous. Entre guillemets, mais alors il faut mettre des guillemets parce que... mais je suis d'accord avec vous, mais quand vous dites qu'il n'y a pas de haine des Juifs, vous leur donnez un argument pour dire regardez. Oui, mais c'est vrai, je vous assure. C'est vrai. Quand vous dites Soral est un résistant, vous leur donnez un argument et vous créez un corpus dans lequel on peut vous assimiler. Et c'est ça en fait que... Moi, je le redis, mon postulat n'est pas que vous êtes antisémite du tout. Mais mon postulat... J'ai aucune haine. Mon postulat est qu'après avoir regardé beaucoup de choses que vous faites et avoir vu des choses que je trouve extrêmement intéressantes sur la Constitution, etc., avoir vu des échanges que vous faites sur l'actualité qui sont extrêmement intéressants, etc., moi, je comprends, malgré tout, qu'il y ait des gens qui considèrent qu'il y a un problème, qui vous trouvent confus ou qui se méfient de vous parce que je trouve que vous n'avez pas fait ce qu'il faut pour clarifier les choses et pour être, entre guillemets, exempt de tout propos. Après, vous faites le choix peut-être de ne pas vouloir le faire. Mais, en l'occurrence, malgré tout, à la fin, moi, ce que je me dis, c'est que quand les gens me disent, écoute, moi, il y a des éléments qui me font douter, je peux pas les en blâmer, même si je continuerai à persister à dire que moi, je considère pas que vous êtes antisémite. Et je suis pas du tout antisémite. Enfin, j'ai aucune haine, vraiment. Mais du même coup, il y a le même mot, antisémite, et BHL, il sait très bien que j'ai pas de haine des Juifs. Il le sait. Je précise que Raphaël Antoven a commencé un entretien avec vous en disant qu'il s'excusait de vous avoir traité d'antisémite. Donc, comme quoi, ça venant de lui, c'est intéressant. Mais c'est parce qu'on, du tout, tu as bien compris que c'est parce qu'on dit et ce qu'on pense, et pas une seconde. Et nous, en plus, pour vous répondre, et pour le repréciser, moi, en tout cas, et le média, de manière générale, n'est absolument pas sur le créneau des médias mainstream, sur la manière d'exorciser les gens, de les excommunier, et encore moins sur la critique de gens qui portent un discours qui revendique une constituante, etc. Au contraire, on y est très...
moi, en tout cas, je suis très favorable à ça. Donc, j'ai aucun a priori négatif vis-à-vis de vous, aucune envie de vous faire taire. En revanche, je vous assure qu'en regardant des choses que vous avez répondu ou faites, j'ai été gêné. Mais si sur ce sujet, vous me trouvez ambigu, confus, pas clair, alors que c'est pas mon sujet principal. Il suffit juste de pas me pousser à en parler. J'en parle d'habitude jamais. Et quand on m'en parle, manifestement, je suis maladroit, je déconne. Arrêtons de m'en faire parler. Si c'est pas vraiment, vous tronquez toute cette partie de ce que j'ai dit quand on me pousse à en parler. Écoutez, moi, je dois être très maladroit, mais c'est tellement pas mon sujet. Si ça vous dérange, ces parties-là, retirez-les. Regardez ce qui est utile et, à mon avis, indispensable à la gauche et à la droite, d'ailleurs. À la droite, toute la partie des humains qui votent à droite ont besoin de l'idée que je défends. On a besoin d'une souveraineté populaire. Il faut qu'on apprenne à l'instituer nous-mêmes. Et ce sujet... de clarté sur des sujets qu'il y a des gens qui vont pas vous suivre là-dessus. Moi, c'est vraiment ça que j'ai envie de vous dire. C'est qu'il y a des gens que vous allez perdre dans cette thématique qui est votre centre de pensée, qui est le truc sur lequel vous vous battez, etc. Vous perdez des gens par manque de clarté. Alors, c'est vraiment très dommage parce qu'il me semble que c'est quand on sera très nombreux qu'on va arriver à faire que ça advienne. C'est pas par un rapport de force. Il faut pas qu'on ait à se battre contre la police, contre l'armée. Il faut pas qu'on ait à se battre contre les puissances de l'argent, contre le pouvoir. Il faut que le corps social prenne conscience qu'il devienne constituant pour que tout change. Et donc, il faut qu'on soit très nombreux. Et donc, le fait qu'il y ait des gens qui se détournent de moi pour des conneries pareilles, ça, c'est problématique. Mais en même temps, je ne peux pas, j'accepte pas l'idée de modeler ce que je dis pour que tout le monde me suive. Tu vois, c'est pas du tout comme ça que je pense. Moi, je de position sur ces questions-là, qui, je le répète, je vous l'accorde, sont des questions qui vous sont posées. Mais vous auriez très bien pu dire à la personne qui vous demande de parler de Soral, mais j'ai pas envie de parler de Soral, c'est pas mon sujet. Vous avez choisi de dire que c'était un résistant. Vous pourriez dire, je ne souhaite pas parler de la question d'antisémitisme, ce n'est pas mon sujet, ni de Forisson, ce n'est pas mon sujet, je suis vraiment là pour parler de la question de la constituante, etc. Et pourtant, il y a des moments où vous faites des choix, et donc je termine juste là-dessus, dans vos réponses, vous utilisez, et vous faites le choix de répondre à des trucs qui font qu'à la fin, moi, ce que je vois, et je dis pas que c'est volontaire, hein, mais je vois qu'en fait, en réalité, en ayant le positionnement que vous avez, vous vous adressez davantage à tout le monde en incluant plutôt l'extrême droite. Tous les êtres humains. Oui, mais que comme vous avez ces positions-là, en réalité, vous fermez pas la porte à l'extrême droite. Je dis pas que c'est volontaire ou malveillant, hein, mais vous la fermez plutôt à l'extrême gauche parce que justement, il y a des discours qui ne passent pas sur la question de l'antiracisme, etc. Mais c'est pas ma faute. C'est la faute de la gauche qui est pas capable d'imaginer que les gens qu'elle déteste à l'extrême droite sont des êtres humains. Et je dis à la droite et l'extrême droite, parce que la droite c'est pareil, hein, les gens qui sont la Manif pour tous, je ne sais pas si on les considère comme droite ou d'extrême droite, mais quand je vois le mépris avec lequel les gens de gauche les traitent alors que c'est des êtres humains, il y a un débat, il y a un choix de société à faire là-dessus, sur la Manif pour tous, sur ces sujets qui sont ultra clivants entre la gauche et la droite, mais qui ne sont pas la lutte des classes, qui ne sont pas la lutte contre, des pauvres contre les riches, hein, des riches contre les pauvres. Tous ces sujets-là, c'est des sujets de société, il faudrait en débattre de façon plus apaisée, et puis après avoir bien vu des arguments, trancher par référendum sur chacun des sujets et arrêter de considérer que c'est des sous-hommes. Je veux dire, il y a un sectarisme à gauche qui n'y a pas à droite. Hein. Les gens, j'ai l'impression que les gens de droite sont comme s'ils étaient plus forts, plus sûrs de leurs convictions, tu vois, être capables d'aller discuter avec des gens de gauche sans être sûrs d'y perdre leur âme. Alors qu'il y a des gens de gauche, pas tous, hein, moi je suis de gauche et j'ai pas peur de ça, mais il y a des tas de gens de gauche qui ont peur d'aller discuter avec les gens de droite comme s'ils allaient devenir impurs. Mais quelque chose de raciste, tu vois. Impur, c'est les mots qu'ils utilisent même, hein, les antifas. Ça ressemble tu vois, à la façon de voir la société comme des castes. Étienne, pour quelle raison comment toi, tout à l'heure, j'ai pas compris ce que ta réponse, t'es parti très très loin, et la question était pourtant simple, c'était la représentation que tu te fais de pour quelle raison il y a cette haine à ton égard. Ah oui. Et moi j'étais très surpris de ça. C'est-à-dire que moi, quand je décide de t'inviter... Quand je décide de t'inviter à l'émission politique, je sais que tu es sulfureux, etc. Mais te connaissant et tout, j'ai pas aucun problème. Tu représentes une parole politique qui a parfaitement sa place dans le débat. Et là, première chose, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, des gens de la France Insoumise, du PS ou même des écolos refusent de venir parce que tu étais là. J'avais relevé aussi la polémique avec François Ruffin qui avait dit du bien de toi. Puis après, il est tellement fait emmerder. Enfin, c'est incroyable, quoi. On lui a fait. Sa vie devient un enfer, quoi. Alors, il y a ça. Il y a ça, et puis après il y a les réactions des antifas, en même temps ils ne sont pas non plus des millions, mais ils font... Pas nombreux, oui.
Non, mais après, ça part comme une fusée. Donc, à un moment donné, c'est pour ça qu'il n'y a aucun piège dans la conversation qu'on a là, et que on essaie de comprendre comment toi tu raisonnes. Et donc, pourquoi, qu'est-ce qui se passe? À mon avis, je suis vécu comme un traître. C'est-à-dire que, comme je te disais tout à l'heure, quand on est dans une logique partisane, et j'en veux pas aux gens qui sont dans cette logique-là, parce que les institutions poussent à ça, nous poussent à ça, pour participer aux décisions politiques. Dans le système actuel, nous ne pouvons que gagner une élection. Donc, il faut qu'on se prépare à gagner les élections pour changer le monde dans le sens qu'on veut. Donc, quand tu as grandi depuis l'adolescence et que tu es à 40, 50 ans, toute ta vie, ça a été de la bagarre politicienne, avec un esprit partisan, tu considères les autres partis comme des ennemis. Alors, il y a quelques partis un peu proches avec lesquels on peut faire des alliances, mais les autres, c'est vraiment des ennemis. Et quand tu vois un gars qui était dans ton camp, qui est en train d'aller parler avec les autres partis, des gens d'autres partis, c'est juste interdit. Et je suis considéré pour ça, à mon avis, ça c'est bien l'entendre. À mon avis, c'est une explication. Et je suis comme un traître. Ça peut pas expliquer la violence, quoi. Enfin, c'est quand même très violent. Tu l'as dit tout à l'heure, tu es allé voir sur les pages de ce militant Antifa. Je n'arrive pas à tout lire, quoi, parce qu'il y a un moment, je dis bon, ça va, quoi. Et puis en plus, je pense à ta famille, à tes proches qui voient ça. C'est très douloureux à vivre, parce que quand on connaît un peu, ce qui est mon cas, je te connais pas bien, mais je vois bien que tu n'es pas la personne qui est décrite là. Mais je vois aussi que c'est j'essaie de comprendre, c'est pour ça qu'on t'invite. Il y a un effet de bulle aussi, je pense. Nous avons tous ça. Hein. Bernard Manin souligne ça, que c'est un des mauvais côtés d'Internet et de Google, c'est qu'il nous isole dans des bulles et que nous sommes, pour notre confort, il nous met avec des gens, il nous incite à aller voir plutôt des gens avec qui nous sommes d'accord. Et nous-mêmes, nous allons plus naturellement vers des gens avec qui nous sommes d'accord. Parce que c'est pas confortable d'aller avec des gens avec qui on n'est pas d'accord. Quand je vais parler à une bande de royalistes ou de gens qui me considèrent comme un gauchiste, c'est pas confortable. C'est pas confortable. Ou si je vais répondre aux antifas, c'est pas confortable. Et pourtant, il n'y a pas de meilleure façon de progresser. C'est la seule façon, je crois, de progresser que d'aller se friter avec les gens avec qui on n'est pas d'accord. Et donc, nous sommes comme isolés dans des bulles, et dans ces bulles, on se radicalise. Je vois les gens qui parlent de moi sans m'avoir jamais rencontré, qui parlent de moi chez les antifas, dans les commentaires de Yanis, mais c'est fou, il dit ce salopard. C'est d'une violence, et puis il parle de violence physique, qu'il va falloir un jour régler ça physiquement. Mais c'est pas en fait. Alors eux, il n'y a rien pour les freiner, puisqu'en fait. Je ne sais pas ce que en pense Mathias, mais je leur ai proposé de venir. C'est quand même le b.a.-ba, quoi. D'ailleurs, parmi eux, il y en a qui disent mais vas-y, Yanis, parce qu'il parle de lui, tu vas le défoncer. Enfin, où il s'auto-entraîne. Je comprends pas pour quelle raison le fait de, tu vois, il préfère parler avec je sais pas qui. Quand c'est des gens de droite qui m'invitent dans des conférences, on ne voit pas voir les antifas n'apparaissent pas. Les antifas ne font la police qu'avec les militants. Alors, c'est jamais le staff qui me fait venir en conférence, c'est toujours les gens de base. Et quand les gens de base de gauche me font venir, les écolos ou les gens du Front de gauche ou de la France Insoumise, là, les antifas viennent pour les intimider. Yanis, là, il dit de moi que je suis une passerelle vers l'extrême droite, comme si des gens de gauche allaient devenir fascistes. Enfin, je ne vois pas par quel mécanisme quelqu'un de gauche deviendrait fasciste. Je ne vois pas par quel mécanisme. Mais par contre, je vois bien quelqu'un de gauche, juste un jeune esprit en formation. Alors oui, un jeune esprit en formation, c'est possible. Mais je vois aussi, Mathias, par quelle passerelle des gens qui étaient en train de se diriger à droite, j'ai toujours Daniel Guérin dans la tête, vont revenir à gauche. Mais ça m'intéresse d'avoir votre... Mathias, je n'exagère pas. Je pense que ça, c'est arrivé plein de fois. Mais en abandonnant la thèse racialiste, en abandonnant le fait que dans cette communauté de gens qui va décider, il y aura les Français issus de l'immigration et pas seulement les Français de souche, etc. Je ne peux pas te dire le détail de ça, j'en sais rien. Parce que s'ils militent ils se disent, bon, bah, c'est super, on va faire un régime démocratique, mais on va virer tous les étrangers. Bon, je dis, c'est quand même un peu mieux que de faire un régime totalitaire où on vire tous les étrangers, mais c'est quand même un truc qui me plaît pas tellement, quoi. Mais oui, mais Mathias, enfin, si tu veux, je suis pas candidat à décider. Je suis pas un décideur. Je réfléchis à une façon d'organiser la société qui va permettre au peuple lui-même de décider. Après ça, ce que le peuple va décider, je sais bien qu'il va pas tout décider dans mon sens. On ne dit pas dans la constituante alors que le peuple doit être constituant, donc on est d'accord. Ni dans la constituante, ni dans les lois que le peuple va ensuite voter. Et sûrement, il va faire des conneries. Il va peut-être rétablir la peine de mort. Et ça, ce serait vraiment une connerie. Mais en même temps, il va, en exerçant
en y travaillant, en voyant les résultats, il va peut-être revenir ensuite en s'apercevant qu'il s'est trompé, tu vois. C'est intéressant parce qu'il y a des moments où on a l'impression que vous voudriez que l'être humain soit comme vous le voulez et pas tel qu'il est, et il y a des moments où vous partez du principe que l'être humain n'est pas tel qu'il voudrait qu'on ait et qu'il faut faire avec sa complexité. Mais je trouve que... Mais je pense que quand l'humain discute, quand les humains discutent entre eux, honnêtement, avec des institutions qui les obligent à s'écouter mutuellement, ils se bonifient. C'est pas parfait, le groupe va continuer à se tromper, mais la meilleure façon de ne pas se tromper, c'est de prendre le temps de discuter, de mettre en scène les conflits. En tout cas, j'espère que ce dialogue nous fait avancer, même il faut inviter les antifas à discuter. Vraiment, il faudrait... C'est incroyable, quoi. C'est le b.a.-ba de la politique, quoi. Un tome 3 de tout ça, et donc moi je suis pas contre, hein, mais bon, après... Je ne renvoie pas du tout à Yanis Yoluntas, par exemple. Est-ce que tu les connaissais? Mais je connais Yanis, mais bien sûr. Et on s'aimait bien, mais bien sûr. Yanis disait de moi, il a supprimé la vidéo dans laquelle il le disait, mais il disait de moi que j'étais celui qui défendait le mieux la démocratie athénienne comme source d'inspiration pour bâtir une démocratie. Et puis il s'est retourné, l'amour, je ne sais pas si c'était de l'amour, mais l'amitié s'est transformée en haine. Mais je ne lui renvoie pas du tout sa haine. Ce qu'il fait est bien, ce que Yanis fait est bien. Et c'est un malentendu, un énorme, cruel, terrible malentendu. On ne progresse que dans la controverse, je connais que la politique pour progresser et échanger, quoi. Et je dis rien, j'encaisse, parce que c'est des malentendus incroyables qui vont... Là, c'est des gros malentendus, peut-être qu'on les a un peu levés, j'espère, merci. Complètement, et peut-être qu'on réfléchit à tout ça, et puis on s'en reverra de toute manière. Merci à tous, voilà, c'était un Tout peut arriver spécial. Nous espérons que ces conversations et ces controverses auront permis d'y voir un peu plus clair.